Paris est la première ville rap du monde. Je parle en saccadé. Paris est la première ville rap du monde. Vous avez tous certainement vu l'article qui est sorti en début d'année, que beaucoup de médias ont relayé, et ils ont fait juste que ça, en fait, ils ont juste relayé, avec 2-3 infos, sans aller en profondeur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller dans les détails de cet article. Parce qu'il y a plein de trucs hyper intéressants dans cet article. Surtout parce que j'ai rien foutu depuis 3 semaines, et j'ai quand même envie de sortir quelque chose moi aussi. Et que ça permet d'avoir aussi les 30 000 abonnés qui approchent très rapidement. Paris est la première ville rap du monde. On est encore champion du monde. Alors l'article est de DJ Boff et est nommé Paris, France was the most successful city for hip-hop in 2019. Ouais, c'est encore un article en anglais parce que je suis bilingue, j'ai validé mon niveau A2. L'article est sorti le 9 janvier 2020. Oui, je suis toujours très réactif pour parler de sujets d'actualité. Alors l'article commence en parlant de la ville d'Atlanta aux US, qui est très clairement la ville qui domine le rap US en termes d'artistes. Je te mets en image quelques artistes qui viennent de là-bas et il y a du monde. Young nigga with the hammer, walking with the hammer. I'm a real soldier boy, I really play with Draco. Hold that nacho thought, your bitch look like an aunt. This is America. Don't catch you slipping now. First to tell you motherfucker trapper that at me okay. No flex, zone. No flex, zone. Hey baby, you can have whatever you like. Et parmi les rappeurs les plus opposants de cette ville qui ont sorti un projet l'année dernière, il y avait Young Thug, Future et Gunna. Pussy cut diamonds, they Cartier, yeah. Cartier bad for the Cartier that. Foreigns in the driveway, you can see it. Yeah, meet me in Hublot, we going big. Kill that nigga left on dead dirt. Took his body, not a Cooper hearse. 250 in his man purse. Et Young Thug, Future et Gunna ont participé à atteindre le chiffre de 2,6 millions d'albums vendus pour la ville d'Atlanta en 2019. C'est-à-dire qu'Atlanta en 2019 a vendu 2,6 millions d'albums. Sauf que là où tout le monde pensait que Atlanta était numéro 1 dans le monde, Paris a fait exactement le même chiffre de vente en termes d'albums rap. Et là aux États-Unis ils ont Young Thug, Future et Gunna. Nous on avait PNL, Nino et Nekfeu. À vous ça a de la gueule. Franchement, à vous pour une fois ça a de la gueule. Il y a 10 ans qu'on comparait les rappeurs US américains, on pleurait parce qu'on disait ouais ça a pas le niveau. Là PNL, Nino, Nekfeu. Vas-y, rien que ça c'est une victoire, j'ai envie de dire, rien que ça c'est une victoire. Et là où toi tu sors déjà le champagne en disant waouh on est numéro 1 dans le monde, il y a un petit hic, parce que oui en fait on l'est, enfin la ville de Paris l'est, mais il y a des centaines de millions de streams qui sont pas comptés en France. Mais en soi ça va pas. Et c'est là que ça devient intéressant, sur la politique de streaming entre la France et les États-Unis, qui sont complètement différents, ça n'a rien à voir. Et c'est là qu'on va rentrer dans le détail. Alors, selon la Recording Industry Association of America, ou autrement dit la RIAA, pas du tout sûr qu'on dit comme ça, selon la RIAA, qui est l'équivalent de la SNEP ou de la SACEM, rappelons que la SNEP régit et décerne les certifications dans le monde de la musique de manière générale en France, que ce soit disque d'or, disque de platine, disque de diamant, single d'or, de platine, diamant, etc. Bref, tout ça, c'est la SNEP qui gère ça. Et du coup, comment la RIAA compte les chiffres de vente d'un album? Eh bien, on va voir ça. Alors, il compte déjà les streamings payants, il compte aussi les streamings gratuits, qui ont une valeur plus faible que les payants, mais qui comptent quand même dans le chiffre, et compte aussi dans leur chiffre de streaming les vues YouTube. Les vues YouTube sont additionnées aux chiffres de streaming. Et la grande majorité d'entre vous va me dire, ah, c'est logique, les vues YouTube un peu étonnant, mais vas-y, c'est dans l'air du temps, c'est logique. Normal. Et là dans l'article, on arrive à la partie où ça parle de comment en France on compte les streamings. Nous l'acier. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en France on a commencé à compter le streaming en 2015. Aux États-Unis je sais pas mais c'est à peu près à la même période. C'est à partir du moment où le streaming ça a pris une place énorme et c'est que là il s'est dit bah il y a beaucoup d'argent qui rentre, on peut le faire compter dans les chiffres de vente. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2015 quand le streaming est venu à compter dans les chiffres de vente, bah on savait pas trop comment faire. Et comment on sait pour savoir combien d'écoutes font la vente d'un album? Qu'est-ce qui fait une vente d'un album? Est-ce que c'est quoi? C'est 10 écoutes? 100? 1000? 10 000? En 2015 du coup quand le streaming est rentré dans les chiffres de vente et qu'ils ont ajusté les curseurs, bah ils avaient un petit peu sous-estimé le truc. Parce que en fait, il y a un moment où vraiment, t'avais tout le temps des mecs qui avaient des disques d'or ou des disques de platine. Ça pleuvait de partout. Puis le drame arrive. Désormais, et depuis cette semaine, en streaming, un album équivaut à 1500 streams à la place de 1000 streams précédemment. Ça, en fait, c'est une décision de la SNEP. Et la SNEP qui légifère sur toute cette certification de comment on va mettre si c'est 10, 15 ou 20 millions de streams pour avoir un single d'or. Les personnes qui décident ça à la SNEP, c'est un conseil syndical. Ce conseil syndical, il est composé de 6 membres où nous retrouvons Universal Music, Warner Music, Sony Music. Ils ont 3 maisons de disques qui produisent des rappeurs, mais aussi toutes sortes de musique, de chanteurs, etc. etc. Ils font de tout. C'est des grosses maisons de disques internationales. Ensuite, nous y retrouvons ARB Music, Very Records et Tricartel. Et si comme moi tu as découvert ces maisons de disques, eh bien sache que on n'est plus sur de la musique rock, indépendante, variété, bref, rien à voir avec le rap. Et eux ils composent la moitié de ce conseil d'administration. Le turning point, c'est quand ils ont vu que même Dean Burbigo faisait disque d'or, ils ont dit alors là, ça va pas, ça va pas se passer comme ça. On va prendre une décision et elle va être radicale. Tout ça, j'imagine, c'est des décisions qui ont été fortement appuyées
appuyé, je pense, par Very Records, Tricartel et ARB Music, qui eux, franchement, n'ont absolument rien à faire du rap. Et je pense que ça leur faisait un peu chier de voir des rappeurs péter les scores chaque semaine, alors que eux, non. Enfin, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps ces noirs là, hein. Parce que ces styles de musique vendent plus de CD qu'ils ne font de stream. Parce que c'est plus des tranches d'âge qui n'utilisent pas spécialement les plateformes de streaming. Du coup, pour équilibrer encore la balance, pour eux, il fallait encore baisser le streaming. En tout cas, pour toi, il y a une volonté, en tout cas, de nuire aux musiques urbaines. Pas de nuire, mais dans la représentation, de les rabaisser. Ils ont divisé la valeur du stream par 3, les gars. Ouais. C'est énorme. En fait, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que ça a été fait pour les bonnes raisons, en fait? Bah non. Et donc là, Yerim a répondu un peu à ma question. Bon, là, tu vas me dire, ok, c'est un peu chiant, ils ont juste rehaussé le niveau des certifs. Mais bon, au final, les rappeurs, ils vendent énormément, ils streament beaucoup. C'est une goutte d'eau, on s'en fiche. Bah, y a pas que ça, parce qu'en France, il y a aussi plein de trucs qui sont pas comptés. Aux États-Unis, le streaming, que ce soit payant ou gratuit, un stream rentre dans l'équation, qu'importe d'où il vient. En France, on ne compte que les streams payants, pas les streams gratuits. C'est-à-dire que tous les gens qui écoutent la musique sur Spotify, Deezer, Napster, ce que tu veux, gratuitement avec les pubs, ça ne compte absolument pas dans les chiffres de vente. Alors que tu l'écoutes, mais ça ne compte pas. Pour moi, c'est un vrai problème, le truc des prises en compte uniquement des comptes payants en termes d'écoute de stream, parce qu'en fait, ça, c'est fait pour une seule raison. C'est uniquement qu'ils en avaient marre de voir uniquement des rappeurs ou de la musique électronique au top à chaque fois. Et donc, en gros, ça, c'est leur réponse à ça, parce qu'ils savent très bien que les rappeurs ont un public très jeune. Les pauvres jeunes fauchés là qui écoutent avec de la pub en lecture aléatoire sur Deezer avec un 6 morceaux maximum par heure, c'est mort, banni, ils sont plus comptabilisés. Tous nos petits collégiens, nos petits lycéens ont des comptes de débrouillards, etc. et ils sont plus comptabilisés. Parce que l'action d'écouter reste la même, que tu le payes ou pas. Ça revient à dire aux gens qui, du coup, n'ont pas d'abonnement ou n'ont pas les moyens d'avoir un abonnement, quelque part, vous pouvez écouter autant que vous voulez votre artiste préféré, on vous comptera pas, quoi qu'il arrive, tu vois. Et en plus, là aux États-Unis, comme je t'ai dit, ils comptent les vues YouTube en stream. En France, ça compte pas non plus. C'est-à-dire que sur les quelques centaines de millions de vues, voire allez, 1 milliard, je pense qu'on a fait facile 1 milliard l'année dernière de vues sur les clips de rap français en 2019, aucun n'ont été comptés dans les chiffres de vente. Après, on va pas encore se mentir, qui est-ce qui fait le plus de vues dans la musique en France sur YouTube? Bah c'est le rap français. Le rap français domine YouTube. Tu vas dans les tendances toutes les semaines, tous les jours, tu as des clips de rap français. La musique française générale, rock français, etc., etc., tu n'y vois pratiquement jamais. Bon, après, si on compte les vues YouTube, Jul devient président de la France, très clairement. Ce nombre de chiffres, c'est faramineux. Du coup, pour résumer, dans le streaming en France, on ne compte que les abonnements payants, pas les abonnements gratuits. Les vues YouTube, ça n'existe pas. Donc pour la suite, on revient aux États-Unis. Et là, j'ai appris une info, mais alors que je m'y attendais pas du tout. Aux États-Unis, dans les chiffres de vente, en moyenne, la vente physique d'un CD représente 4%. Aux États-Unis, en moyenne, quand tu sors ton album, tu auras que 4% de vente physique. C'est absolument rien du tout. Et ça, je m'en souviens, ça m'avait étonné, parce que quand j'avais vu les ventes de Young Thug en première semaine pour son album, il y avait 110 000, 120 000 ventes et seulement 4 000 CD vendus. Parce qu'en France, nous, les CD, ça représente 43% des chiffres de vente global d'un album. En France, on est extrêmement attaché à tout ce qui est format physique, et ce chiffre est aussi haut parce que beaucoup d'artistes, et surtout dans le rap, montent des stratégies commerciales avec le physique. Beaucoup de rappeurs mettent des sons bonus dans les versions physiques, 1, 2, 3 sons bonus si t'achètes le format physique que tu vas pas avoir sur les plateformes de streaming. Tout ça pour booster les ventes de CD. Parce qu'aussi, il faut savoir, les ventes de CD, il va plus toucher d'argent avec un CD vendu que pour une vente d'un stream. Et pour en revenir à PNL, en 2019, leur album de frères qui s'est vendu en première semaine très exactement à 113 214 copies, a fait plus de ventes que tous les rappeurs d'Atlanta. PNL en 2019 a plus vendu que n'importe quel rappeur d'Atlanta. Et là tu vas me dire, non mais attends, Young Thug, première semaine il a vendu 131 000, Future il a vendu 125 000, PNL est pas premier. Sauf que si on compte les manières de compter américaines, PNL est devant, largement devant. Alors après, on n'a pas le chiffre exact parce que on n'a pas l'algorithme exact des États-Unis qui est appliqué à PNL, mais ils te le disent dans l'article, PNL a plus vendu que tous les rappeurs US si on utilise la manière de compter américaine. Et du coup je me suis dit, allez, on va s'amuser à compter combien vendrait PNL s'ils étaient aux États-Unis. Donc j'ai pris une moyenne basse, on va dire Young Thug il a 131 000, on va dire que PNL est à 140 000. Sauf qu'aux États-Unis, ils sont 5 fois plus nombreux qu'en France. Il y a 5 fois plus de gens aux États-Unis qu'en France. Du coup, j'ai pris ce chiffre de 140 000 et je l'ai multiplié par 5 pour faire la première semaine de PNL aux États-Unis. À peu près, c'est dans mes chiffres, c'est mon imaginaire, c'est dans mes fantasmes. Ils auraient vendu, selon mes calculs, 700 000 albums aux États-Unis. Et pour des chiffres aussi gros, il y a que Drake qui vend autant en première semaine. Pour te donner une idée de PNL, l'influence qu'ils auraient et la puissance qu'ils auraient surtout s'ils étaient américains, bah ça serait au même niveau que Drake. C'est-à-dire que première semaine, ils auraient mieux fait que The Weeknd, qu'Ariana Grande, que BTS, que tous ceux que tu veux. Là, vraiment, ils auraient vraiment eu le monde. Chico, s'ils auraient été américains, mais vraiment, là, vraiment. Et donc ensuite, voilà, dans l'article, ils ont parlé des chiffres de vente de Nekfeu et de Nino, qui ont vendu à peu près pareil que PNL. Et pour enfoncer les clous sur la manière de compter américaine, qui va vraiment jusqu'au bout, aux États-Unis, ils comptent aussi le merchandising dans les ventes. Je m'explique. Aux États-Unis, c'est pas rare que, genre, si t'achètes un t-shirt, on t'offre un album, si t'achètes un pack de ce que tu veux, t'as un album, de l'artiste, etc., etc. Et pour appuyer mes propos, je vais te prendre l'exemple extrême de DJ Khaled. Another one.
Another one. Qui a failli faire un procès au Billboard parce qu'il voulait pas compter les 100 000 ventes de son album physique. En fait, ce qui énerve Khaled, c'est pas Tyler, c'est ne pas être numéro 1. D'accord. Alors que selon lui, il aurait vendu pas 1, pas 2, pas 3, 100 000 albums de plus. Et il envisagerait même de porter plainte contre le magazine Billboard. Mais comment c'est possible d'oublier de compter 100 000 ventes? C'est très simple, il avait fait un partenariat avec une marque de boissons énergisantes qui faisait que pour un pack de boissons énergisantes acheté, tu avais le CD de DJ Khaled. Le Billboard voulait pas le compter au début, DJ Khaled a mis la pression, D'accord, donc Khaled veut attaquer Billboard. Boum, les 100 000 ventes physiques ont compté au chiffre global et il est passé numéro 1. Mais bon, aux États-Unis, peu importe la manière dans laquelle tu vends ton album, à partir du moment où quelqu'un a ton album en physique en achetant quelque chose en même temps, ça compte. Et tout le monde le fait. Taylor Swift en 2012 avait fait un partenariat avec une sorte de Pizza Hut. T'as acheté une maxi pizza, oh tiens un CD dedans. Travis Scott a fourgué Astro World, son dernier album, avec des passes de festival. T'achètes un Sweet Cardi B avec un album en cadeau, l'album compte dans les ventes. T'achètes une paire de chaussures avec un album de Drake en cadeau, l'album de Drake compte dans les ventes. Et là tu vas te demander, mais attends, du coup, l'album que j'ai précommandé chez Dinos, version jour ou version nuit, j'ai reçu un CD en même temps. Est-ce que ça compte ou pas dans les ventes? En France, même si t'achètes quelque chose avec le CD, généralement le CD va toujours être payant. C'est très rare qu'il va être gratuit. Parce qu'en France, à partir du moment où c'est gratuit, ça ne compte pas dans les ventes. Aux États-Unis, ça compte dans les ventes. Et là tu te dis, les Américains ils sont loin. Attends, ça va encore plus loin. En France, pour donner un exemple, les ventes comptent à partir du moment où le CD est sorti. Tout ce qui s'est passé avant, ça compte pas. Je vais dire, ok, normal. Aux États-Unis, quand ils sortent l'album, tous les chiffres de streaming qu'ils ont fait avant, vu YouTube, etc., quand l'album il sort, tous ces chiffres-là viennent s'additionner à la première semaine. C'est pour ça que quand Lil Nas X a sorti son EP 7, et bah tous les ventes de Old Town Road se sont additionnés, ce qui ont boosté sa première semaine. Et dans la suite de l'article, ils le disent bien que Alamonia, 920s ou Médicaments, qui sont des singles qui sont sortis avant la sortie officielle de l'album, n'ont pas du tout compté dans les chiffres de vente quand l'album est sorti. Tout ce qui est décompte du single en lui-même va continuer pour tout ce qui est single d'or, de diamant, de platine, mais ne va pas du tout s'ajouter directement à l'album. On reprend à zéro quand l'album va sortir. Maintenant, ça va compter pour l'album. Avant, ça comptait pas, ça existait pas. En France, on va compter le streaming payant, le CD et le téléchargement légal. C'est tout. Tout le reste ne compte pas, n'existe pas. Alors certains me diront, c'est une très bonne chose, on ne compte vraiment qu'à partir du moment où il y a une interaction avec de l'argent, ce qui est normal. Sauf qu'aujourd'hui, la manière de consommer la musique est tellement large, tellement variée, qu'on est un peu sur une méthode préhistorique de compter les ventes, qui n'est pas du tout représentative de la réalité et qui creuse vraiment le fossé entre ce que écoutent les gens, la réalité, avec ce qui passe à la télé, ce qui passe à la radio, les victoires de la musique. Tout ça ne représente pas la réalité. Le rap est sous-représenté, mais l'article tient quand même à souligner que malgré le fait que la Snap ne tient pas en compte des millions et des millions de streaming pour le rap français, ça n'a pas empêché le rap français d'être pendant 29 semaines numéro 1 du top album et que 13 des 19 singles numéro 1 en France, bah c'était du rap. Et pour finir, l'article se conclut par: pendant une décennie, la France a été le plus grand marché du hip-hop en dehors des États-Unis. Mais une augmentation sans précédent du rap domestique au cours de ces 5 dernières années a fermement établi le rap français comme le genre musical le plus populaire du pays. Alors que la scène fertile de Paris dépasse déjà ses homologues américains dans les ventes, la ville lumière semble destinée à être à la pointe de la mondialisation attendue depuis longtemps du rap non anglophone dans les années 2000. Ils nous mettent bien, hein. Bon, alors là, ils viennent au calme de dire que la France, dans cette décennie qui arrive, on va tout niquer. Alors, je pense pas, alors sincèrement, je pense pas. Je pense que le rap français, il a déjà du mal à s'implanter en Europe, alors dans le monde. Je ne pense pas que les Américains ou autres peuples du monde qui ne parlent pas français va plus que ça s'intéresser. Pour moi, ça restera plus des marchés de niche à l'étranger et que le cœur des ventes se fera toujours dans l'espace francophone. Alors après, on va recontextualiser que malgré le fait que Paris est la ville numéro 1 dans le hip-hop en 2019, ça va pas non plus débloquer de choses entre la France et les États-Unis. Il y aura pas plus de feat rap US, rap français. Enfin après, aujourd'hui, je pense que je prends pas beaucoup de risques à dire que les featuring entre rappeurs français et rappeurs US, ça intéresse pas grand monde. Aujourd'hui, les feats entre rappeurs US et rappeurs américains, ça ne fait rêver plus personne. Au-delà de ça, le fait que les featuring, ça nous fait pas rêver plus que ça, t'as pas énormément de rappeurs US qui vont chercher des rappeurs français. T'as eu Trippie Redd, je crois qu'il allait chercher Youf D, et c'est le seul exemple que j'ai en tête. Tout le reste, à chaque fois, c'est des rappeurs français qui vont chercher des rappeurs US et qui vont payer leur feat dans les 50 000 $, 100 000 $ pour juste avoir le rappeur. Et franchement, quand on entend ça, ça donne pas envie d'écouter le truc, parce que tu te dis que le gars est plus là pour l'oseille que par vraie démarche artistique. Est-ce qu'il y a des collaborations avec des Américains? Ouais. Non. Fini? En tout cas, pour l'instant, non. Ils respectent pas les Français, les rappeurs français. Pourquoi ils respectent pas les rappeurs français? C'est dommage. Bah, je pense que pour eux, Paris, c'est la Fashion Week. Clairement, c'est le shopping. Tu vois, quand ils viennent ici, ils viennent pas pour le rap, pas du tout. Ils viennent pour les filles et la Fashion Week, pour de vrai. Mais après, on va pas non plus être rabat-joie, c'est énorme. Paris est la première ville en 2019 dans le rap. Enfin, hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça, de ce que tu penses de la manière de compter de la Snap. Est-ce que tu penses que Paris va être numéro 1 en 2020 dans le monde, une deuxième année consécutive? Est-ce que c'est nous qui sommes trop durs pour compter ou les Américains qui sont vraiment beaucoup trop laxistes? Enfin voilà, c'est tout pour moi. Écoutez Luigi, vive la France, bisous. Abonnez-vous au potager, wesh. Mauvais soirée sur le globe, mais je m'en sors comme tous mes robes. Dis-moi tu fais quoi de bon, à part parler sur les autres.